Rebonjour, nous arrivons à un nouveau duo de l'innovation et j'ai la chance d'accueillir Gaspard Bergeret de Monolith Studio et Laurent Turner de la maison Robert Schuman qui n'est pas à Strasbourg. Voilà, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous, je ne sais pas si on m'entend bien. Là, ça va mieux? Oui, parfait. Bonjour à tous, merci de votre présence. Effectivement, la maison de Robert Schuman n'est pas à Strasbourg puisqu'elle est à côté de Metz, à Sichazel. C'est en Lorraine, enfin anciennement en Lorraine. Et donc on est ici pour vous parler des parcours immersifs de la maison de Robert Schuman que nous avons mis en place il y a quelques temps maintenant. Et j'ai le plaisir vraiment d'être avec Laurent Turner, le directeur de la maison de Robert Schuman, juste à côté de moi, avec qui nous avons travaillé sur ce parcours que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Laurent pour qu'il explique un petit peu le contexte de cette mise en place de parcours. Et puis après, on vous expliquera ce qu'est un parcours immersif avec cet exemple précis de la maison de Robert Schuman. Merci, bonjour à toutes et à tous. Hop, j'entends qu'il y a un petit retour. Merci donc déjà d'être là. Oui, il est mieux celui-ci. Ouais. Merci d'être là pour suivre cette présentation. Donc, la maison de Robert Schuman est un site qui appartient au département de la Moselle et qui est géré depuis l'an 2000 par le conseil départemental et qui est composé d'une maison historique, d'un musée dans un bâtiment contemporain qui est juste à côté, on ne le voit pas sur la photo, et d'un immense jardin d'1 hectare qui est un havre de paix pendant l'été. Cette maison est une maison historique, elle n'est pas classée monument historique, c'est une maison d'habitation qui a été construite au 19e siècle, qui a été rachetée par Robert Schuman en 1927 et qui est la maison dans laquelle en fait, Schuman a finalisé son fameux discours du 9 mai 1950, le discours qui permet de lancer la construction de l'Europe contemporaine. Cette maison, le département de la Moselle l'a voulu comme étant un lieu dans lequel le visiteur peut se replonger dans l'histoire, un lieu dans lequel le visiteur aura l'impression de se retrouver, risque de se retrouver, c'est pas un grand risque, mais voilà, de se retrouver face à Robert Schuman dans n'importe quelle pièce. Et c'est pour ça en fait que ce n'est pas une maison dans laquelle tout est mis sous vitrine, tout est fermé au public, tout est en libre accès. Et l'idée, avec le parcours numérique que nous avons mis en place avec Monolith Studio, était de rendre le lieu encore plus accessible et puis de permettre aux visiteurs d'avoir un récit simple qui le fera plonger dans l'histoire et qui lui permettra de mieux comprendre le lieu dans lequel il va déambuler à son gré, à son rythme et avec les informations qu'il voudra prendre. Oui, alors déjà, c'est important de rappeler que la maison de Robert Schuman est une maison des illustres qui effectivement n'a pas bougé depuis la disparition de Robert Schuman, qui est mort en ses murs, en 1963. C'est ça. Voilà, donc finalement, ce qui était important, c'était aussi de ne pas dénaturer ce site, de garder l'essence même de ce bâtiment, faire en sorte qu'il y ait un vrai renouvellement des publics. C'était la problématique initiale. Comment faire venir un petit peu les nouveaux publics également, parce que voilà, c'est vrai que dans l'absolu, sans faire offense à Robert, c'est pas le sujet le plus sexy, en tout cas pour faire venir des nouvelles générations, même si voilà, c'est un patrimoine essentiel. Et il y a aussi ce côté, rendre l'appétence, la curiosité des gens, en laissant surtout les personnes visiter à leur rythme. Puisque avant ce parcours, même encore aujourd'hui, mais il y a des personnes qui accompagnent, il y a les guides, des médiateurs qui accompagnent les groupes. Mais l'idée, c'était aussi, pourquoi pas, de proposer une expérience sur mesure qui allait laisser les gens visiter à leur rythme progressivement, en fonction du temps qu'ils ont, eux, à leur disposition, du degré de curiosité qu'ils souhaitent y laisser. Et tout ça, c'est les éléments qui nous ont permis d'imaginer une expérience immersive dans laquelle les visiteurs deviennent des témoins de l'histoire, des spectateurs. Ils deviennent même de temps en temps acteurs puisqu'ils sont imprégnés dans un parcours. Alors le concept de parcours numérique, Monolith Studio, pour vous faire très rapidement le portrait de la société, mon associé et moi, nous sommes issus du milieu du cinéma.
Et l'idée, c'est de se dire, bon bah voilà, il y a la volonté de raconter des histoires, la narration, la mise en scène, c'est quelque chose qui marche bien pour la réalisation d'un film. Ben pourquoi ne pas essayer de mettre ça au service de la médiation culturelle et de l'histoire finalement. Et notre projet, c'est de maîtriser différents outils numériques, comme évidemment le film, c'est notre cœur de métier, mais aussi les supports numériques comme les tablettes et les téléphones, en les mélangeant avec des parcours audio, de l'hologramme, on vous montrera ça juste après, et différents formats de réalité augmentée qui viendront alimenter la narration. Et donc pour ce parcours, qui est assez emblématique, en tout cas c'était notre première vraie réalisation complète avec Monolith, et la maison Robert Schuman a été un terrain de jeu absolument formidable là-dessus, nous sommes partis sur l'idée d'une salle immersive qui allait être le point de départ du parcours, si tu veux. Oui, alors en fait, pour raconter l'histoire de Robert Schuman, comme je vous le disais tout à l'heure, on est parti de l'idée de mettre en avant l'acte le plus connu de Robert Schuman, le fameux discours du 9 mai 1950, le discours qu'il va prononcer dans les salons de l'horloge du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, dans lequel il œuvrait à cette époque. Et pour partir de cette histoire-là, quoi de mieux en fait que de plonger le visiteur au cœur même du salon de l'horloge, lui faire comprendre les coulisses, comment la conférence de presse dans laquelle il a prononcé ce discours a été réalisée, et comment également il peut devenir finalement un acteur à part entière de ce moment-là. Et c'est vraiment cette salle reconstituée dans le bâtiment moderne, donc à côté de la maison historique, qui est le point par lequel chaque visiteur doit passer. Et ce qui est très important, c'est que le visiteur, évidemment, va se retrouver avec l'hologramme de Robert Schuman qui va prononcer en français le discours, puisque malheureusement, il ne l'a pas traduit dans les 24 langues de l'Union européenne que nous connaissons à l'heure actuelle, mais par la magie de la réalité augmentée, avec la tablette que le visiteur a, il peut entendre ce discours également en langue allemande et en langue anglaise pour avoir une expérience, quelle que soit la nationalité et quelles que soient les capacités de compréhension par rapport à nos chers voisins. Voilà, donc ce point de départ, c'est le point de départ du parcours numérique. Donc les gens arrivent dans une salle. Alors pour vous refaire un petit peu le contexte, c'était une cave voûtée où on a reconstitué le salon de l'horloge du ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay. Donc tout le décorum, là, on a chiné des éléments d'époque. On a essayé de reconstituer ça avec de l'impression 3D derrière la cheminée et en décalage pour donner une vraie impression de volume. Et on a l'hologramme. Bon, là, la photo a été prise. On voit beaucoup moins la plaque. Ça peut être aussi un tulle. Il y a différents systèmes d'hologrammes qui existent. Et donc on a ce point de départ où les gens rentrent dans la conférence de presse en petits groupes et ils sont pris dans cette atmosphère qui est donc le point de départ. À partir de là, grâce à la tablette numérique qui ont été mis à disposition à l'accueil de la maison de Robert Schuman, la gouvernante de Robert Schuman prend le relais en disant « Ah, voilà, ce discours, il s'est passé tellement de choses, quelle histoire. Venez avec moi, je vais vous raconter un petit peu la genèse de ce discours et comment Robert Schuman, dans sa maison, a pu le corriger, le retravailler en correspondance avec Jean Monnet et des personnalités comme ça. » Donc voilà, c'est vraiment un élément, ce qu'on appelle le figital. Là, c'est à la fois du physique et du numérique et ça permet vraiment de plonger le spectateur dans une atmosphère et d'être au cœur d'une aventure. Deuxième point, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la maison des illustres, il ne fallait pas trop y toucher. Comment redonner vie à cette maison? Comment faire en sorte que les personnes qui rentrent dans la maison, qui est une petite maison, il n'y a pas énormément de pièces, puissent se sentir dans un endroit à la limite chaleureux. Donc on a imaginé un parcours sonore. Quand les gens rentrent, la maison est disséminée comme ça, il y a différentes enceintes qui nous permettent d'entendre la gouvernante dans la cuisine en train de fredonner, en train de faire la cuisine. Robert Schuman à l'étage qui joue du piano, parce qu'apparemment il jouait très bien du piano. Un chien qui aboie au loin. Et c'est très rigolo parce que là, on a les gens qui sont interpellés, un petit peu interloqués, disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Finalement, ça marche bien parce que là aussi, du coup, l'atmosphère continue. Et on a différents systèmes, comme là, on a intégré dans un vieux mobilier, bon, on a eu l'autorisation, donc on n'a pas démoli mais on a mis un écran où on a des archives qui passent dans les télévisions. Donc on a essayé comme ça de travailler avec le mobilier existant en essayant de trouver des logiques de création de contenu. Et donc, tout ça, on a travaillé avec une tablette tactile qui permet un double niveau de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est une narration. On a donc cette gouvernante qui raconte une histoire qui a été rédigée
Voilà, c'est une comédienne qui joue et qui raconte des choses qui ont été écrites a posteriori. Mais à chaque fois, et ça fait partie des éléments un peu emblématiques de nos parcours numériques, c'est que cette fiction se raccroche toujours à des éléments factuels. On travaille avec des historiens qui vont chercher des informations en collaboration avec les sites culturels. Et donc, on essaye de travailler comme ça à un discours rodé. Et ça permet à la fois d'avoir une vision, une première approche narrative très simple, qui permet d'avoir tous les publics. Et ensuite, progressivement, si la personne a une appétence particulière pour les détails, elle va aller chercher les informations les unes après les autres. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à la tablette Donc, je laisse Laurent parler des retombées. Alors, les retombées pour nous ont été très rapides. C'est-à-dire que le système a été mis en place durant la première semaine du mois de mai 2018. Et très rapidement, en fait, la presse s'est saisie de ce parcours-là. Des fois, notre grande surprise, alors évidemment, nous avons la presse quotidienne régionale qui s'est fait écho de tout ça super rapidement, qui a été dithyrambique par rapport à ce parcours, qui donnait vraiment un coup de jeunesse sur ce lieu. Et on a eu la surprise au moment des Journées du patrimoine, quelques mois plus tard, donc, de voir paraître un article dans Le Monde qui faisait un commentaire sur cette maison et qui recommandait le lieu pour les visites durant les Journées du patrimoine et qui a qualifié le parcours numérique de parcours remarquable à faire absolument pour bien connaître et comprendre l'histoire européenne. Donc pour nous, c'était quelque chose qui était vraiment super, qui était inattendu. L'autre partie que l'on souhaitait, c'était l'augmentation du public et une réduction de la tranche d'âge des publics. Et ça a été opérationnel très rapidement là aussi, puisque auparavant, nous étions sur une fréquentation qui avoisinait les 6000 visiteurs à l'année, avec en majorité des personnes d'une tranche d'âge comprise entre 55 et 70 ans. Et dans l'été qui a suivi la mise en place, on a vu l'arrivée de jeunes familles, de jeunes publics. Et en moins d'un an, nous avons réussi à réduire la tranche d'âge des visiteurs à l'équivalent de 25 à 40 ans. Ce qui était vraiment pour nous quelque chose de super. Et on a pu voir également une augmentation de la fréquentation et un nouvel intérêt pour ce lieu qui manquait à la fois d'actualité depuis un moment et qui manquait justement de jeunesse aussi et de modernité pour pouvoir entrer bien correctement dans le 21e siècle. Ça nous a permis également de revoir en même temps les approches par rapport aux groupes, notamment les scolaires. Les scolaires avec qui nous avons travaillé via le rectorat, l'éducation nationale, qui intègrent maintenant ce parcours dans les visites du lieu, que ce soit des classes françaises, des classes allemandes, il n'y a aucun problème là-dessus. Et on voit également, surtout, une volonté du public de poser beaucoup plus de questions après cette visite. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la tablette a permis de désacraliser quelque peu le lieu et puis la connaissance que l'on peut avoir de l'histoire européenne. Un public face à un guide qui va lui livrer tout cuit dans le bec un texte de visite qu'il aura appris, le public risque de se retrouver un petit peu bête par moment. Là, la tablette lui permet d'aller à son rythme, d'écouter autant de fois qu'il veut les éléments qui sont mis en avant, de regarder les documents attentivement, et puis ensuite, s'il a des questions complémentaires, d'aller voir le médiateur qui est à sa disposition dans la maison pour approfondir ses connaissances. Voilà, et puis il y a l'approche ludique aussi, parce que là on voit sur la capture d'écran de la réalité augmentée, où on voit Robert Schuman en 3 dimensions qui apparaît derrière le bureau en train de rédiger son discours, avec là le parcours sonore du stylo qui écrit. Donc c'est pas mal, les gens se prennent en photo, même avec Robert Schuman, et derrière, il y a des petites mises en scène qui sont rigolotes. Ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, écoutez, merci on beaucoup. On a 12 minutes, je suis désolé, un peu plus long que les 10 minutes. Non, mais c'est pas grave. Je suis plus assez après, je suis en retard de toute manière. Alors. Non, mais on se devait de faire à 12, puisqu'il y a 12 étoiles sur le drapeau européen. Voilà, donc ça c'est a été normal. travaillé. Voilà. Y a-t-il des questions ? Bonjour, merci de votre présentation. J'avais une question sur les hologrammes. Où est-ce qu'ils sont placés et quels sont les systèmes utilisés ? Alors, il y a 2 hologrammes dans la maison. Il y a effectivement dans cette première salle immersive, le point de départ, le fonctionnement d'un hologramme, c'est relativement simple dans l'absolu. C'est une projection sur soit une plaque de plexiglas, soit un tulle,
Après, il y a tout un système, c'est surtout au niveau de la prise de vue qui va être importante et le découpage. Et le deuxième hologramme se situe dans la maison. C'est la gouvernante, justement, qui apparaît de dos. On a pris une comédienne qu'on a habillée avec des costumes d'époque et on la voit rédiger une correspondance, une missive à l'intention de Robert Schuman. Donc on essaye comme ça fait partie aussi de ça de notre précepte, c'est qu'on essaye d'utiliser les outils technologiques en cachant un peu la technologie, mais en mettant en avant le sens et l'émotion. Ça fait partie de notre credo finalement, et c'est pour ça qu'on ne va pas mettre des hologrammes comme ça de manière arbitraire. On va essayer de réfléchir à la plus-value que ça peut apporter. Une autre question? J'imagine que vous allez donc pérenniser ce parcours et comment comptez-vous le développer en fait? Alors justement, on est dans l'étude à l'heure actuelle du développement. Alors là, du coup, je rejette Monolith pendant un temps, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la maison de Robert Schuman appartient à une collectivité territoriale qui est le département de la Moselle. Donc nous réfléchissons en ce moment même à un développement de cet outil numérique dans l'autre partie qui est le musée. Et donc c'est l'objet de réflexion depuis plusieurs mois, et ça devrait donner lieu à un parcours complémentaire qui permettra de visiter d'autres espaces dans la maison, et puis d'être actualisé également avec les technologies qui sont sorties sur le marché ces derniers temps. Sachant que c'est très compliqué à l'heure actuelle de remettre des choses en place, puisque nous avons des coûts qui sont terribles par moment sur certains procédés, et puis les longueurs de livraison sont importantes également. D'autres questions? Bonjour. En fait, je me demandais un peu en termes de conception, ça veut dire que je me disais que ça devait être un investissement quand même assez important pour un musée comme le vôtre. Et est-ce que du coup vous avez eu accès à des modes de financement particuliers, ou alors c'est plutôt dans les modèles de collaboration que vous avez mis en place? Alors en termes de financement, on a pu bénéficier de crédits européens dans le cadre des projets FEDER, tout simplement, qui ont été un outil extrêmement important pour permettre justement la réalisation de ce projet. Sans ça, en fait, on n'aurait pas pu financer en totalité ce projet-là. Après, au niveau du coût, je ne l'ai plus exactement en tête, et c'est pas faire cacher quoi que ce soit. On ne s'est pas retrouvé non plus sur des sommes colossales, parce qu'on était parti de l'idée justement de faire une première version du parcours numérique qui serait une forme de crash test finalement, qui nous permettrait de voir ce qui va pas, et surtout l'attente du public derrière, et qui nous permettrait au besoin de corriger assez rapidement. Donc on était tombé sur à peu près 30 000 euros, quelque chose comme ça. Oui, Voilà. c'était ça. Un parcours comme celui-ci, c'est ça, c'est à peu près entre 30 et 40 000 euros, mais c'est évidemment très difficile à chiffrer comme ça. Là, on est sur des cas particuliers, sachant que le gros avantage de ce genre de parcours, c'est que ça peut se travailler par itération. On peut vraiment travailler sur une première approche très basique et progressivement alimenter avec du contenu complémentaire. La mise en place d'une salle immersive comme celle-ci a été en plus un petit peu, j'ai envie de dire, coproduite, parce que nous, Monolith, on a aussi financé notre décorateur pour permettre justement de tirer les coûts le plus bas possible, et de permettre à la maison de Robert Schuman d'installer ce dispositif. Tout ça, c'est du sur-mesure. Donc là, je vous ai donné une somme, mais ça peut être... c'est très aléatoire. Ça peut être beaucoup plus, quoi. Ça peut être beaucoup plus. Ça pourrait être terriblement plus. Oui. Voilà. Ça dépend si les vacances sont proches ou pas, et qu'il faut aller à Ibiza, ici, c'est ça. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier, à moins qu'il y ait une dernière question. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pourrez nous retrouver sur le stand H03. C'est vers là-bas. J'ai même pas le temps de poser ma question fatidique alors. Mais comme ça, vous avez une deuxième question si vous souhaitez. non, c'est bon. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, et H03. H03, c'est ça. Voilà, merci, au revoir. Merci à vous.